Chers amis, chers auditeurs du Verbeo TV, bienvenue sur nos ondes, bienvenue. François-Xavier Consoli au micro pour vous servir. Et pour ce nouvel entretien, j'ai le grand plaisir de recevoir un aventurier, un costaud, un balèze, un gars qui a peur de rien, un gars qui aime le voyage, quelqu'un qui décide de partir à l'aventure. Et il y en a si peu aujourd'hui, il faut les mettre en avant. Je vais raconter la petite histoire. Il m'a envoyé son livre. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais, comme toujours, parce que c'est ma nature, assez dubitatif. Et une fois que j'ai commencé la lecture, je n'ai pas été déçu. Et il s'avère, puisque je ne sais pas si vous le savez, chers auditeurs, je suis un grand amateur des aventuriers. Donc forcément, j'ai été comblé. J'ai donc le plaisir de recevoir Paul-Henri Guittet. Cher Paul-Henri, bonjour. Merci pour cette introduction sympathique. Je prends tout. Une petite correction, si je me permets. Peur de rien, non. Le but du jeu, c'est de maîtriser sa peur. La peur existe. Si on a peur de rien, on est juste inconscient. Ouais, Mais voilà, tout à le fait. but, c'est de ne pas la craindre. Le but, c'est de ne pas faire demi-tour. Tout à fait. Eh ben, voilà, il faut d'ailleurs pas hésiter, hein, parce que j'en rajoute évidemment, je suis le présentateur, il faut absolument que j'entretienne un petit peu le spectateur, donc forcément, j'en rajoute des caisses. Mais c'est mon rôle aussi. Alors, eh ben, cher Paul-Henri, pardon, je suis ravi de vous recevoir parce que, comme je l'ai dit, j'ai dévoré votre livre qui sera à l'affiche, je vais le mettre sur l'écran. Chant pour une nouvelle Odyssée aux éditions de l'Inventaire. Alors, c'est très compliqué à définir. Moi, j'ai adoré, mais comme souvent avec les bons livres, c'est toujours compliqué. Parce qu'on a affaire à du roman, on a affaire à du témoignage, on a affaire à du récit de voyage, on a affaire à du récit de guerre, on a affaire à du récit de camaraderie. Donc, bah, question d'introduction assez bête, mais quand même, il faut le faire. Qu'est-ce que c'est exactement comme objet non identifié? C'est un peu tout ça. C'est effectivement un peu tout ça. Mon éditrice l'a classé en géopoétique. Donc, c'est un peu ce courant euh, où on parle des gens, on parle de la vie, des rencontres, par le biais de la géographie, par le pied, là, en l'occurrence, essentiellement de l'Empire russe, assez vaste, et aussi par la poésie. C'est pour ça que la structure du livre est un peu particulière. C'est, comment dire, c'est entre un conte et un roman dans lequel j'aurais introduit chaque chapitre par un chant d'un chœur qui fait un peu, qui reprend la structure des tragédies grecques, enfin qui rappelle un tout petit peu la structure des tragédies grecques. Donc le chant permet un petit peu d'annoncer le chapitre, du moins la teneur du chapitre, le ton du chapitre. Et par la suite, on arrive sur quelque chose qui ressemble un tout petit peu plus à un roman avec des inspirations très très diverses. Évidemment, il y a l'Iliade et l'Odyssée, dont le titre, hein, puisque c'est un voyage en l'occurrence à moto. On n'a pas les nefs achéennes, mais on est à moto. Mais aussi, il y a des inspirations. Bon, plein d'auteurs français, je sais qu'on en a en commun. Je me permets de te tutoyer, on s'est rencontrés à Paris rapidement, mais on s'est rencontrés. Euh, on a à peu près les mêmes lectures chez ces aventuriers, mais j'ai rajouté aussi des touches un peu différentes. Par exemple, il y a toute cette école américaine qu'on appelle l'école du Montana, qui font des vrais faux, ce que j'appelle moi des vrais faux romans détectives. C'est-à-dire qu'il y a un détective qui recherche quelque chose, mais finalement, ce qui importe, c'est les parties de pêche, les arrêts dans les bars, les rencontres avec les gens. Et là, j'ai repris un tout petit peu aussi cette structure-là. Donc, il y a une recherche dans le bouquin, mais finalement, ce qui est important, c'est d'aller d'île en île, même si ce sont des îles dans la steppe, hein, c'est-à-dire c'est pas, on n'est pas dans la Méditerranée, on passe dans ces espèces de villes que je vois moi flotter dans mon esprit dans la steppe, parce que on s- la steppe est tellement infinie que quand on est dans un village ou une ville là-bas, on a l'impression que pour se déplacer vers le prochain village, il y a toute une odyssée, il y a tout un trajet. Et donc, ça me rappelle un petit peu, voilà, cette première inspiration qu'est l'Odyssée. Oui, allez, tu as raison, tutoyons-nous, après tout, l'aventure, ça rapproche. Donc, bah, évidemment, il y a cette Odyssée, c'est dans le titre, voilà, et tu as raison de le rappeler. Mais vraiment, pour mettre un petit peu le focus, histoire que ça soit bien clair, parce que, comme je l'ai dit, c'est un bouquin qui se dévore, mais c'est compliqué à définir. Donc,
Tu parlais par exemple de l'école du Montana, effectivement, ces personnages qui voyagent, qui pêchent, et puis finalement qui d'abord et avant tout aiment être entre copains et se bourrer la gueule. Il y a aussi un aspect peut-être, moi c'est l'aspect peut-être périple, voilà, ce qui peut donner un peu l'envie aux auditeurs de lire, c'est sortir du quotidien, parce que bon, après tout, lorsqu'on est un salarié de base, ben, le quotidien est souvent un peu morne, un peu morose. Qu'est-ce qui, dans ce livre, pourrait donner l'envie à justement quelqu'un bon, bah, qui s'emmerde un peu, soyons clairs, de lire ce livre s'il est amoureux, en tout cas s'il a envie de découvrir les grands espaces? Oui, tout à fait. J'ai voulu démontrer aussi quelque chose, c'est que beaucoup de gens se plaignent en disant que notre siècle est dépourvu d'opportunités ou d'aventures. J'ai voulu montrer qu'il suffit de sauter dans un avion ou là, en l'occurrence, d'enfourcher une moto. Le roman commence à Moscou, enfin, commence en Afrique, mais disons que l'intrigue principale commence à Moscou. Des gens qui, sur un coup de tête, et suite à une annonce qui les chamboule un petit peu. Ils décident de monter à moto, de monter un convoi aussi pour aller faire de l'humanitaire dans une zone de guerre. Et puis bon, on va passer de l'humanitaire vers l'aventure petit à petit. Mais voilà, je voulais montrer, le titre de travail de ce roman était Une religion pour les hommes. Je voulais montrer, bon, c'était un petit peu euh, avec mon éditrice, on a décidé de prendre quelque chose d'un peu plus sérieux, mais en quoi cela m'a aidé, ce type de travail? Euh, je voulais montrer que dans notre monde, on peut s'éloigner des choses faciles, on peut s'éloigner des médias, des réseaux sociaux, trouver des amis, des compagnons, un petit peu comme Ulysse, trouver une idée, trouver quelque chose à faire, à suivre, et aller dans ces fameuses zones grises que je définis tout au long du livre, c'est-à-dire que notre époque est dépourvue, comme j'ai eu dans ma famille des ancêtres qui sont allés dans les zones blanches d'Afrique, c'est-à-dire ces zones dans les cartes qui justement n'étaient pas cartographiées, donc ces zones qui étaient à découvrir. Et c'est un sentiment, j'imagine, qui devait être grisant. Ces zones n'existent plus. La Terre entière est non seulement cartographiée, mais photographiée. Le tourisme de masse, on peut appeler toutes ces raisons-là, la population sans cesse croissante. Et du coup, où peut-on trouver l'aventure, la liberté que mes ancêtres, peut-être les vôtres aussi, ont trouvé dans ces zones blanches? J'appelle ça donc les zones grises, enfin, tout le monde appelle ça les zones grises. Donc, c'est dans les lieux qui sont incertains, les lieux de conflit, les lieux sans gouvernement, les lieux. Le début de cette action, de ce livre, se passe donc en Ukraine, dans les territoires de la LNR et DNR, donc c'était des républiques autoproclamées, reconnues par personne, même pas par Moscou à l'époque, et dans lesquelles, euh, par mon travail, j'ai une société de sécurité, j'avais été amené à y aller depuis 2014, et du moins au début, vers 2014, c'était Mad Max. Il n'y avait plus de gouvernement, ou du moins un gouvernement en constitution. Il n'y avait plus de prison, il n'y avait plus de police, il n'y avait plus rien. Il y avait des chefs de guerre. Puis petit à petit, tout ça s'est organisé. Mais du coup, j'ai pu ressentir là-bas euh, ce besoin de liberté, ça peut paraître bizarre, et de découverte. Ça tombe bien que tu parles des zones grises, parce que c'était ce que j'allais citer, parce que j'aime bien citer les livres que je lis. La tension commence à monter, les liens amicaux se resserrent, la frontière vers les guerres de la steppe éternelle n'est plus loin. Amis lecteurs, demain, soleil et liberté, sache qu'il n'y a de vraie liberté que dans les zones grises du monde. Alors, bah, ça tombe bien parce que moi, il y a peu de temps, lorsque j'ai sorti, parce qu'après tout, là, on parle d'aventure, donc je vais m'impliquer un petit peu dans le débat, en tout cas dans l'entretien, si je puis dire. Puisque lorsque j'étais interrogé à propos de mon livre sur les aventuriers, on reste au Verbe Aube de toute façon, parce que c'est édité là, j'avais justement, mais c'est peut-être mon côté pessimiste, j'avais ce sentiment que l'aventure était difficile aujourd'hui. Bon, alors, je prenais pour exemple des Surcouf, des Balma, etc., des alpinistes, des grands corsaires. Bon. Et bah, je rebondis, puisque tu disais à l'instant qu'il y a des zones. Bah,
il y a très peu de zones aujourd'hui qui sont, on va dire, totalement vierges, en tout cas qui n'ont pas été visitées, cartographiées, photographiées, etc. Et j'étais assez pessimiste en disant, bah, finalement, peut-être que l'aventure, je ne sais pas, l'aventure spatiale éventuellement, en tout cas, aller encore plus loin, ou aller au fin fond des abysses si on aime la plongée, bon, pourquoi pas. Mais il me paraissait difficile de trouver l'aventure. Eh ben, tant mieux, je suis content d'avoir un contradicteur solide qui me dit, bah non, clairement, on peut trouver l'aventure. Alors, au-delà du livre qui donne envie de voyager, si demain, je décide de voyager à mon tour, où est-ce que je pourrais trouver l'aventure? Alors, ça dépend comment on définit l'aventure. Ben, déjà, je suis heureux de permettre à certaines... C'était vraiment le but du livre, montrer que l'aventure existe encore, montrer aussi, accessoirement, je fais une rapide digression, que l'aventure amène les vraies amitiés, amène enfin, le compagnonnage, les amitiés, les sentiments qui sont de plus en plus difficiles de créer dans ce monde. Et donc, pour répondre à la question, où aller? Si on définit l'aventure par l'espace, déjà, par les grands espaces, moi, c'était la raison pour laquelle je suis allé en Russie j'allais dire une mauvaise raison, c'était pas du tout une mauvaise raison, mais je suis allé en Russie ayant rencontré une jeune fille russe il y a déjà très longtemps, dans les années 2000. On les appelle Elle souvent m'a... des mauvaises raisons en général, ce genre de... C'est souvent Oui, des enfin, mauvaises bonne, mauvaise. raisons. Ça reste à définir. En tous les Ouais. cas, je suis pas resté extrêmement longtemps avec cette jeune fille, mais je suis resté dans son pays parce que j'ai découvert ces espaces russes. Je parle beaucoup de la steppe, mais il n'y a pas que la steppe, il y a la taïga, il y a cette Oural. L'Oural, c'est cette immense montagne, massif montagneux qui sépare la partie européenne, si j'ose dire, de la Russie, de la partie plus asiatique. Et c'est surtout ce qui sépare la partie euh, où il y a encore une civilisation, enfin, pas une civilisation bien sûr, mais où il y a encore des villes d'un espèce d'immense vide. Et chez les Russes, j'ai trouvé ce sentiment de liberté qui dit à chaque fois qu'on cherche à les brimer, si vous m'embêtez, s'il y a un problème, je franchis l'Oural et j'arrive dans ce monde sauvage qui est sans fin, qui est extrêmement dur, hein, qui, euh, qui alterne entre du froid, ça dépend exactement où on se place, mais du froid implacable avec du dégel, la fameuse Rasputitsa. Donc avec des marécages sans fin, des moustiques, des loups en hiver, mais par contre, on est loin du pouvoir central, on est loin de tout pouvoir. C'est peut-être ma vieille formation politique où on disait à l'époque anarchiste plus un. Là, on est vraiment tout seul avec peut-être quelqu'un au-dessus, mais on est vraiment tout seul, tout seul. Et donc cette liberté, on peut la retrouver soit dans les grands espaces vierges, ils existent encore dans le monde. Moi, j'ai rêvé. Même, je sais pas, Hemingway sur l'Afrique, l'Afrique qui nous raconte n'existe plus, ou du moins, elle n'existe plus de cette manière. Entre les zones sauvages immenses sont beaucoup plus difficiles à trouver. Donc, il reste la Russie, il reste peut-être une partie de l'Amérique du Sud, je sais pas, pour les grands espaces. Maintenant, si on définit la liberté comme un endroit où je le dis dans le bouquin plusieurs fois, des choses simples, où je peux rouler avec ma moto sans plaque d'immatriculation, avec peut-être une arme à l'épaule, enfin du moins au travers des épaules. Ah bah, dans ce cas-là, on en revient aux zones grises. Donc ça dépend un petit peu du type d'aventure recherchée. Alors, tu as prononcé le mot juste avant, on va rebondir dessus. Il y a l'aventure, bien sûr, mais il y a aussi peut-être la guerre. La guerre, non pas que tu sois un militaire à proprement parler, tu ne te bats pour aucun pays, si je puis dire, mais il n'empêche que la guerre te colle à la peau, puisque il y a aussi cette envie, ce besoin, je dirais presque, d'aller sur les théâtres de guerre. Et en quoi peut-on faire le lien entre bah, les différents théâtres d'opération que tu as pu voir et justement le récit que tu as livré? Ah, j'ai voulu faire ce récit un peu comme le précédent et comme celui qui adviendra, le suivant. Euh, j'ai voulu rendre hommage aux gens que j'avais rencontrés. J'ai été sur des théâtres de guerre, essentiellement, une fois de plus, par amour de cette espèce de liberté qu'on ressent là-bas, par amour aussi des relations humaines qu'on peut créer dans les zones difficiles, que ce soit de guerre ou autre d'ailleurs. Il est évident qu'une fraternité qui se construit dans ce genre d'endroit, où quelqu'un est prêt à
ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un petit groupe soudé, où toute personne de ce groupe est prête à mourir pour te protéger et toi inversement. C'est des relations d'une force qu'on ne retrouvera jamais dans le milieu de l'entreprise ou du golf ou du tennis. Euh, donc, ceci est intéressant. Après, la guerre en elle-même, spécialement cette guerre entre Russie et Ukraine, ou OTAN, ou je n'en sais rien, c'est une guerre de frères siamois. Les Ukrainiens russophones et les Russes partagent euh, la même gueule, la même religion, la même nourriture, le même humour. Et puis tout ça est devenu. Donc c'est une guerre qui est très sale, comme la plupart des guerres, celle-ci spécialement, qui allie la dureté de la guerre civile à celle d'une guerre quasiment totale. Les technologies. C'est pour ça que ce roman, je dis toujours que c'est un roman un petit peu archéofuturiste. Les technologies les plus modernes, les drones dont tout le monde a entendu parler, bien sûr, mais d'autres aux tranchées de la Grande Guerre. Donc c'est une guerre extrêmement sale, mais comme dans toutes les guerres, comme je disais, qui permet de créer des liens. Et j'ai toujours recherché cela. Je dis que je suis un touriste armé par nécessité souvent, mais c'est ce qui s'est passé en Afrique, c'est ce qui s'est passé en Russie, un tout petit peu en Asie aussi. Et voilà, donc c'est plus une recherche de la fraternité que de la guerre en elle-même, qui une fois de plus est, enfin, celle-ci, c'est des tranchées, c'est sale, c'est de la boue, c'est du sang, c'est des amis qu'on perd. C'est voilà. Et je suis parti un petit peu dans toutes les directions, mais une fois de plus, j'ai voulu, par ces voyages, faire des rencontres, je les ai faites, et j'ai voulu créer un petit peu l'archétype des meilleures personnes que j'ai rencontrées pour les faire rentrer dans un mythe moderne, d'où le titre. Odyssée, mes inspirations, c'est évidemment l'Odyssée, comme je disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi les romans de la Table Ronde, les romans, toutes ces quêtes qui amènent à découvrir des êtres magnifiques au milieu de gars horribles, bien sûr. Oui, c'est ça que je voulais un petit peu préciser d'ailleurs avec toi, c'est-à-dire que aujourd'hui, bon, c'est toujours compliqué quand on parle d'une guerre, d'un conflit, etc. On a toujours ce besoin, mais ça, c'est les méfaits du mauvais journalisme et surtout des chaînes d'infos en continu, c'est qu'on veut une certaine forme d'authenticité. Et moi, il y a ça aussi que je retrouvais dans ce livre, c'est que il y a justement une authenticité, mais pas l'authenticité des faits factuels, fact-checkers, toutes ces conneries. Non, l'authenticité des rapports humains, les rapports entre gars, entre bonhommes. Qu'est-ce qui se passe lorsque justement on pardonnera l'expression, mais confronté à la même merde. Et c'est là justement que les vrais rapports, à mon avis, se tissent. Est-ce que justement le, comme j'ai dit, le bouquin est difficile à définir, mais pour l'auditeur, il ne s'agit pas d'un récit d'un journaliste, par exemple, qui serait sur le terrain, la tête dans la gadoue, et qui dirait, bah voilà, il s'est passé ça, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Mais c'est plutôt, voilà, là, vraiment, je mets le doigt dessus, c'est vraiment bien un texte d'homme, en fait. D'où le titre de départ, donc une région pour les hommes, c'est de pousser les Mm. gens dans cette direction, non pas d'aller à la guerre, mais du moins d'avoir des vraies relations entre eux, des relations d'hommes. Ou si l'approche, oui, elle n'est pas ni journalistique, ni elle ne relate jour par jour des événements. C'est une approche un petit peu poétique, évidemment, et j'en suis conscient, même si certains passages du livre peuvent être difficiles. Mais j'ai voulu un petit peu extrapoler des choses vues, des choses ressenties, de mes voyages, d'une vision très poétique de la guerre, et j'en suis conscient. Certains passages peuvent être durs dans le roman, mais je voulais non pas faire un récit ni journalistique, ni au jour le jour. C'est un ensemble de choses, d'expériences vécues, de personnes que j'ai pu rencontrer, à qui je me suis lié. Et comme tu le disais tout à l'heure, l'intérêt pour moi et l'humain, c'était les gens rencontrés. Et d'ailleurs, je tiens à souligner une chose. Euh, Comme je disais, c'est une guerre entre frères, spécialement celle-ci, c'est une guerre entre frères siamois. Et toute personne bien, alors il se trouve que dans mon entourage, je sélectionne plutôt les gens bien, donc je ne dis pas que c'est la pensée de toute personne dans ce conflit,
mais toute personne bien veut gagner cette guerre, mais souhaite évidemment son arrêt le plus tôt possible. Toute personne bien apprécie ses relations particulières. On est hors du temps pendant la guerre. On n'a plus de problème avec sa copine, avec son banquier, avec un QR code, avec les assurances. On s'occupe de survivre, de bien se battre, de protéger son groupe. Euh, donc il y a comme j'appelle ça, une certaine ataraxie, il y a une espèce de paix intérieure qui peut arriver. Et c'est assez particulier. Mais ce que je suis en train de dire, je veux faire un hymne aux guerriers, à ceux que j'ai rencontrés, et je pourrais même les voir des deux côtés du front. Euh, il se trouve que j'ai une société de sécurité en Russie qui avait une antenne à Kiev jusqu'en 2014. Et les hommes qui travaillaient pour moi à Kiev sont restés en contact, ceux qui sont encore vivants, sont restés en contact avec moi. Et je vois la même chose du côté des militaires que j'ai fréquentés côté russe. Il y a un respect du combattant au combattant. Je parle des combattants classiques. Du combattant classique au combattant classique, certains comprendront. Un sujet que j'évoque énormément dans le livre est ce que j'appelle donc, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, mais l'archéofuturisme. C'est donc cette guerre qui utilise des moyens archaïques et des moyens qui n'existaient pas dans la guerre précédente, qui est vraiment et qui prédéfinissent ce que seront les futures guerres. Et il y a donc deux chapitres qui évoquent s'il y a des amis. J'ai déjà dit qu'on parlait beaucoup de moto, mais cette fois-ci, ce sera la motocross. Il y a des amis qui aiment ça, des auditeurs qui aiment ça. L'emploi des motocross et pourquoi les Russes ont commencé à employer des motocross, du moins ce qu'on appelle les stormtroopers, c'est-à-dire les gens qui partent à l'assaut. Donc, on évoque pas mal dans ce livre. Il y a un côté quasiment technique. Je sais que j'ai des amis militaires qui ont commencé, non pas à l'utiliser comme manuel, mais du moins à en parler dans leur formation. Donc, l'emploi des motos, des motocross, des systèmes de brouillage, des drones, que faire contre les drones aussi. Donc tout ça, ce sont des sujets un petit peu techniques. J'ai souhaité que ce bouquin, il y ait de la poésie, du roman, mais aussi un petit peu comme les récits de voyage où on mettait à l'intérieur des dessins, des schémas, des choses. Je n'ai pas fait ni de dessin ni de schéma. Je m'entraîne, mais j'ai pas encore le niveau. Mais il y a donc de la poésie, mais aussi des parties techniques qui parlent de ce genre de sujet. Et dernière chose que je voulais évoquer, c'est l'aventure. Ne négligez pas euh, le cheval. Je veux dire par cela, ne négligez pas le moyen euh, de locomotion que vous allez utiliser pour votre aventure. La moto, le cheval, le bateau, ce que vous souhaitez. Euh, je parle aussi un tout petit peu de voile dans ce roman. Il est très important d'avoir un moyen de locomotion à la hauteur de vos aventures, quelque chose qui vous permette de voir le monde de haut, qui vous permette d'avoir une stature. Et pour moi, la voile, l'équitation, la moto, il y en a d'autres, euh, permettre à l'aventure d'être plus élégante et après tout, c'est aussi très important. Est-ce que au-delà de la guerre, il y a aussi, je pense, hein, puisqu'on parlait de l'Odyssée, on parlait d'Homère, on parle de ces grandes épopées humaines, il y a sans doute, en tout cas c'est comme ça que moi je l'ai compris, peut-être que je me suis trompé, mais je pense qu'il y a un côté religieux, une nécessité en tout cas, d'avoir un aspect religieux dans tout ça, parce qu'après tout, certes, c'est un hommage aux combattants, une ode au respect entre combattants, mais c'est aussi sans doute une ode à l'homme tout petit en dessous de quelque chose qui le dépasse. Tout à fait. Le- les personnages de ce livre vont croiser un petit peu toutes les religions de l'Empire russe. Il va y avoir certains chapitres avec des interactions avec des moines orthodoxes, ce qui permet d'exposer un petit peu leur vue sur le conflit. Il y a des passages avec des Tchétchènes, musulmans évidemment. Il y a des passages où on va quasiment aux religions anciennes, des religions animistes, des chamans.
Euh, la guerre, évidemment, pose cette question. L'infinité de cette plaine aussi, c'est les religions du livre, les religions du désert. Là, tout à l'heure, je faisais une analogie entre les villes russes et les îles grecques. Mais on peut aussi faire entre la steppe et le désert, c'est-à-dire on est vraiment seul, confronté à un ciel sans fin. Euh, Juste dans le Donbass, il y a de temps en temps des terrils, c'est une espèce de rejet de mines de charbon ou autre, une espèce de collines. Mais à part ça, c'est un espèce de ciel infini, assez haut, assez infini. Il y a l'histoire de l'endroit. Donc, euh, une autre raison qui m'ont fait appeler ça Chant pour une nouvelle Odyssée, c'est que toute la zone du Donbass a été imprégnée par la Grèce ancienne. Évidemment, Odessa, Odysseus, Ulysse, mais aussi des bataillons comme Sparte, beaucoup de noms de villages. Donc il y a d'un côté les dieux d'Olympe, d'un côté un dieu unique au sommet orthodoxe, avec partout ces coupoles des églises orthodoxes, ces coupoles dorées qui flamboient le soir et qui sont souvent quasiment les seuls points de repère dans la plaine, Mm. du moins celles qui n'ont pas brûlé. Euh, et il y a aussi des dieux qui ne sont pas des dieux, évidemment. J'ai été nourri dans ma jeunesse des chansons de Jean Pax Méfray, etc., quand j'étais au scout ou autre part, et qui étaient très anticommunistes. Et je me suis retrouvé à avoir une boîte de sécurité en Russie avec des parachutistes qui eux, l'ont été, ou du moins étaient sous un régime communiste à une époque, mais qui en même temps est cette foi orthodoxe. Et donc il y a cette espèce de mélange. Ce ne sont évidemment pas des dieux, mais où donc on voit un dieu unique dans le ciel, des statues de Staline ou de Lénine à l'entrée au fronton d'usines dans le Donbass. Euh, les églises et même de temps en temps des bourriates, des militaires bourriates qui sont venus avec leurs chamans, avec leur religion du Nord. Donc c'est une terre qui est extrêmement mystique. Et j'ai essayé au travers des personnages et des aventures de montrer toutes les facettes. Euh, voilà. Je me rappelle la première fois que j'y suis allé, j'avais été choqué de voir un soldat avec un volontaire à l'époque, avec sur l'épaule gauche ou droite le Christ roi, et sur l'autre épaule un Staline. Et c'était simplement pour lui deux symboles de. Il n'était pas du tout stalinien d'ailleurs, mais c'était deux Mm. symboles de pouvoir, l'un évidemment plus terrestre et l'autre. Eh oui, c'est les hommes, ça, c'est bourré de contradictions, peut-être qu'ils n'en Tout à sont fait. pas, mais enfin bref, c'est toujours c'est ce qui fait la beauté des hommes. Avant de poser ma dernière question, moi, il y a toujours, parce que tu as un peu évoqué ça aussi, bon, il y a l'influence d'Homère, les grandes épopées, etc. Peut-être, c'était dit un tout petit peu là en début d'entretien, mais peut-être des influences plus contemporaines, plus récentes vis-à-vis des aventuriers qui donneraient aussi envie d'aller dans ces lectures. Oui, bah, tous les grands, je pense que les auditeurs ont plus ou moins ces références. Ceux qui ont lu ton livre, certainement. Pour moi, un des plus grands, ça serait évidemment Saint-Exupéry, aussi bien le pilote que le Saint-Exupéry de Citadelle. Mais dans Citadelle, il y a des passages magnifiques sur justement les liens entre le dieu, les militaires, le camp, la guerre, la chasse. On retrouve ça, même chose dans l'Iliade et l'Odyssée. C'est deux livres que j'aime beaucoup dans le sens où ils ne prêchent pas. Il montre par l'exemple. Il montre par l'exemple des personnages ce qu'il faut faire, quelle est la vie d'un homme, quelle est sa relation avec les autres hommes, avec la guerre, avec jusqu'au chien de Ulysse qu'on retrouve réincarné, si j'ose dire, dans mon roman, Argos. Euh, D'autres influences, Kessel pour l'aventure, qui est celle qui m'a introduit, avant cette jeune fille, qui m'a introduit par ces Cosaques parisiens, par ces atamans qui m'a introduit un petit peu à la Russie, en plus des grands classiques, avant même que je pense un jour y aller. Euh, qui d'autre je pourrais rajouter après moi tous la poésie, en poésie, moi, ça serait Saint John Perse. Alors, c'est une autre aventure qui est plus tropicale, mais
mais aussi l'aventure par la poésie. Et d'ailleurs, je dis que souvent les Russes, quand ils doivent exprimer leur force, quand ils doivent exprimer, voire plus que leur force, quand ils doivent exprimer leur colère la plus violente, le font par la poésie. Et, car seule la poésie leur permet de montrer à quel point ils peuvent être touchés par quelque chose, ce peuple qui souvent est discret. J'ai plusieurs exemples d'ailleurs, dont un ami russe officier qui a écrit plusieurs recueils de poésie qu'on peut retrouver sur toute la ligne de front. Euh, donc les poètes sont importants. Qui j'oublie tellement de monde, tellement d'aventuriers. Mais C'est dur de choisir, hein. ouais, ouais, dur de choisir. On a l'avantage d'être français et d'avoir tellement d'écrivains magnifiques et d'écrivains aventuriers, entre autres. Donc, Oui, on a du choix, c'est vrai. Et bah, ça sera ma dernière question, cher ami, puisque bah, il nous reste à peu près 7 minutes. Euh, Tu as mis un petit peu l'eau à la bouche en disant il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Donc après celui-ci, il y aura normalement un prochain. oui, il y a un, un prochain qui est à peu près à 50-60%, je dirais, qui a déjà été annoncé par ma maison d'édition. Le titre de travail est Déréliction. Donc, ça se passe en Asie cette fois-ci, suite à un long voyage que j'ai fait là-bas. On va passer de la Papouasie, Indonésie, Thaïlande, Myanmar, l'ancienne Birmanie. C'est quelqu'un d'un petit peu en exil, qui se croit abandonné de Dieu ou des dieux, qui, par l'aventure, une fois de plus, on verra, c'est pas fini, mais qui retrouvera peut-être voilà, une personne qui est tellement troublée qu'elle a un syndrome. Euh, elle a perdu la perception des couleurs. Elle voit tout en noir et blanc, mais petit à petit, l'aventure peut-être la ramènera déjà vers son pays et vers tout bêtement la vie. Voilà. Très bien. Eh ben, alors ça sera pour une prochaine lecture, un prochain entretien, puisque d'ici là, tu en auras fait plein d'autres, donc ça ira tout seul, il n'y aura pas de Avec problème. grand plaisir. Je serai Voilà. un peu plus d'entraînement, j'espère. Pour moi, c'est quasiment une première. Et merci beaucoup. Je tiens à te remercier. Et bon, voilà, j'aime l'écrit parce qu'on est tranquille et on a le temps de la réflexion. Là, c'est un autre exercice, mais qui est tout à fait intéressant aussi. Eh ben, très bien, merci beaucoup, cher ami. Alors, je rappelle, Paul-Henri Guittet chante pour une nouvelle Odyssée. C'est aux éditions de l'Inventaire. Chers amis auditeurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous aimez les livres, si vous aimez la lecture, il faut lire. Et bah, la première des aventures, c'est la lecture. Et puis après, bah, ça sera justement l'ouverture pour aller sur un destrier à moteur ou un destrier tout court vers différents champs boréaux, si je puis dire. Mais en tout cas, il y a l'aventure finalement est encore possible. Donc moi, je suis content finalement d'avoir quelqu'un qui me rappelle que si, ne sois pas pessimiste, l'aventure est possible. Donc voilà, je vais m'y atteler également. En tout cas, merci beaucoup, cher ami. Et chers spectateurs, n'oubliez pas, vous connaissez la petite musique, mais faites-le. Vous mettez le pouce, vous mettez un petit commentaire, vous envoyez à vos amis et ennemis aventuriers. C'est important d'avoir des ennemis aussi. Parce un homme véritable et un homme respectable a toujours des ennemis. Et bah, quant à moi, je vous dis à un prochain entretien. Et d'ici là, bonne lecture.